Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on va se poser tranquillement ici dans le canapé et on va discuter un petit peu parce que je voudrais vous raconter trois histoires, trois faillites en fait d'entreprises. Allons direct dans le sujet. Trois faillites d'entreprises qui ont des conséquences pour le consommateur, ça c'est souvent. Mais là, dans le monde de la tech, ça a quand même un peu plus d'incidence que d'habitude. Et je vais vous traiter parce qu'à mon avis, ça va être des choses qui vont se reproduire assez régulièrement et de plus en plus. Et là, il n'y a pas de secret, c'est nous qui allons trinquer sur toutes ces choses-là. C'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors, la première société dont je voudrais vous parler, c'est Powerdal. Alors, Powerdal, qu'est-ce que c'est? C'est une société belge qui a fait ses actifs en Belgique et au Luxembourg. Alors, elle consistait en quoi? En fait, elle était spécialisée dans les chargeurs et bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle avait un principe qui était plutôt sympathique sur le papier. Ça concernait surtout les flottes d'entreprises, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait un chargeur qui pouvait calculer dessus la consommation et puis même faire créer la facture pour l'entreprise. Donc, ce qui fallait que le salarié qui avait une hybride ou quoi pouvait utiliser ce chargeur et en fait était autonome. Même chez lui, la facturation arrivait à l'entreprise et donc il était défrayé comme il se doit. Maintenant, le fait est que plusieurs enjeux ou quoi que ce soit, la société en juillet dernier, elle a fait faillite. Et là, du coup, il y a quelques conséquences. Alors, il faut dire quand même qu'elle était assez active, elle avait plus de 10% de part de marché sur son secteur, et notamment plus de 26% sur le domicile et le privé. Alors, là où ça a une incidence grande pour le particulier, c'est au niveau des bornes, parce qu'il y a à peu près 50 000 personnes, Belgique, Luxembourg, qui ont acheté ces bornes, qui les ont installées chez eux et qui les utilisaient. Le principe de ces bornes, comme beaucoup de produits de ce type, finalement, ça a accès à des serveurs et le fonctionnement se fait par des connexions à distance. La société fait faillite, devinez quoi? Les serveurs sont down, il n'y a plus rien, les bornes ne fonctionnent plus. Résultat, 50 000 personnes ne peuvent plus utiliser les bornes qu'ils ont installées chez eux, donc qu'ils ont payé, qu'ils ont utilisé un petit peu, et là maintenant ils ont une boîte vide chez eux. Alors je vous résume la période, c'était de juillet, la boîte fait faillite. Ensuite, vers début d'année, là c'est ce début d'année que les bornes ne fonctionnent plus du tout. Et puis, ils ont quand même été rachetés. Alors, ils ont été rachetés par une société luxembourgeoise et qui a racheté la société et ses actifs, mais pas le passif. Donc, résultat, ils n'ont aucune obligation de relancer le service, mais ils l'ont fait. Ils ont relancé le service, mais par contre, un abonnement. Donc, ce qui fait que les gens sont passés d'un service gratuit, compris avec la borne qu'ils avaient achetée, à une borne non fonctionnelle, à aujourd'hui, s'ils veulent refaire fonctionner leur borne, il faut qu'ils payent un abonnement. Bon, pour la société qui a racheté l'entreprise, Powerdal, ça peut se comprendre, ils ont besoin de reprendre de l'argent par rapport à l'achat qu'ils ont fait. Maintenant, pour le particulier, pour le consommateur, pour nous, en l'occurrence, c'est pas très intéressant. Du coup, ça pose des questions et on va y revenir dans la conclusion de l'histoire, mais vous allez vite voir avec les autres histoires où je veux en venir. Alors maintenant, on va parler de la deuxième entreprise. La deuxième entreprise, c'est Gigaset. Alors Gigaset, c'est une entreprise allemande qui était maintenant spécialisée dans les téléphones fixes. Ils avaient quelques mobiles aussi. Et puis, ils avaient toute une gamme de smart home avec des objets connectés type alarme, caméra, capteur et autre chose comme ça. C'était une entreprise qui avait quand même, pas pignon sur rue, mais c'est une très vieille entreprise qui avait plus de 175 ans et qui avait commencé dans le téléphone, etc. Et aujourd'hui, ils ont déclaré une faillite en ce début d'année. Alors, on pourrait se dire que ça arrive, mais encore une fois, le problème, c'est que ça va briquer tous les appareils de la marque, en tout cas pour tout ce qui est smart home, donc tout ce qui est caméra, alarme, etc., tout ce qui est objet connecté de la maison,
vont être HS et sont même HS depuis le 29 mars. Alors comment ça se fait? Tout simplement parce que ils ont quand même été rachetés, mais la société qui a racheté l'entreprise a pris que la partie téléphonie et n'a pas pris le côté smart home. Alors, ils ont fait quand même une communication, là, je vous montre sur leur site Gigaset. Donc, Gigaset Smart Home Care cessera ses services le 29 mars 2024. Donc, c'était il y a quelques jours. Comme nous l'avons peut-être déjà lu dans les médias, procédure, insolvabilité, hop, on arrête tout. Dans le cadre de la gestion, il est possible de retrouver un acquéreur pour une partie des activités, donc tout sauf le smart home, comme je vous l'ai dit. Les services cloud des produits Smart Home Care devront donc être arrêtés le 29 mars 2024. Un maintien n'est pas possible du point de vue des droits de faillite. Par conséquent, les applications comme les produits Smart Home Care et les capteurs et appareils en réseau ne seront plus utilisables. Carrément, c'est direct. Si vous avez réservé des packs de services de caméra, ceux-ci prendront également fin plus ou plus tard le 29 mars. En ce qui concerne toutes les relations contractuelles éventuellement existantes, la non-exécution sera choisie. Donc en gros, vous avez souscrit des abonnements, c'est fini. Vous avez acheté des appareils, c'est fini. C'est même pas, vous allez pouvoir les utiliser, les garder et ils vont fonctionner au moins d'un point de vue local. Non, vu que tout passe par des serveurs et qu'ils coupent le serveur, au final, les produits sont totalement inutilisables. Alors pour les personnes qui ont fait toute leur maison avec ce matériel, j'imagine un petit peu la frustration. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont ce matériel chez eux. N'hésitez pas dans les commentaires à en parler et donner votre ressenti par rapport à ça. Alors, ils regrettent les inconvénients, blablabla, mais voilà. Et ils précisent bien qu'il n'est pas possible de renvoyer les appareils. Alors, ça pose plusieurs choses, encore une fois, cette histoire. C'est que, alors, si, confirmez-moi si vous avez des appareils Gigaset, mais si vous allez dans l'application, vous voyez toujours vos appareils, sauf qu'il y a marqué panne au niveau des appareils. C'est pas marqué sur l'application que c'est terminé. Ça, c'est une première chose. Du coup, il faut vraiment se rendre sur le site ou avoir vu un peu l'actualité pour le savoir. La deuxième chose, c'est qu'on trouve encore les produits dans les magasins. Donc, méfiez-vous, si vous voyez du Gigaset, n'en achetez pas, ça ne sert plus à rien, c'est des briques en fait. Et donc, on est encore une fois sur le même cas, finalement, un peu différent, mais on se retrouve sur le même cas que la première histoire. C'est qu'au final, on a acheté des produits, mais vu qu'on est dépendant d'un serveur ou de cloud ou de quelque chose comme ça, au final, les produits deviennent inopérants. Alors quand c'est des produits, une petite caméra à 50 €, ça fait déjà un ennui. Si c'est une borne de recharge domestique à 1000 € ou 2000 €, c'est quand même déjà un peu plus inconvénient. Ça, c'est les premiers éléments, et on va passer à la troisième société. Alors maintenant, on va parler de la troisième société, et là, on part complètement dans l'automobile avec Fisker. Alors, Fisker, vous en avez sûrement entendu parler un petit peu. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de voir la voiture, la Fisker Océan, la dernière voiture de Fisker, la première. Enfin, c'était pas la première, mais la première et dernière de la deuxième ère de Fisker. Du coup, je rappelle, Fisker, c'est un constructeur. Alors, c'est Henrik Fisker, qui était un designer qui, en fait, a créé des voitures. Donc, la première, il avait déjà eu l'ambition, en 2016, de créer une voiture vraiment premium. Et il n'a pas tenu, il a fait faillite. Et donc, les voitures, on en trouve quelques-unes, mais c'est très, très rare. Et là, en 2020, il est revenu avec une nouvelle société pour cette fois s'attaquer au marché plus grand de voitures plus abordables. Alors, ces voitures, franchement, c'est dommage, elles sont vraiment très très bien, la preuve avec mon essai. La Fisker Océan, qui était d'ailleurs une très belle voiture, franchement, elle m'avait bien plu. Elle avait plein d'atouts, elle avait plein d'intérêts qui étaient vraiment sympas. Je l'avais vu lors d'un salon, donc j'avais pu rouler un petit peu avec, mais pas pu aller beaucoup plus loin avec. Mais j'aurais bien voulu aller plus loin parce que c'était vraiment une super voiture. Mais toujours est-il que Fisker aujourd'hui, ils sont en grande difficulté pour plusieurs raisons. La première, c'est comme tout, Tesla aussi est passé par là, sauf que là, Fisker, ça allait être un petit peu plus inconvénient. Ils se sont fait démonter sur quelques problèmes de fiabilité et il y a quelques soucis de gestion. Bref, dans l'ensemble, de toute façon, on ne saura pas trop tous les tenants et aboutissants. On peut lire plein d'articles, on va trouver des choses différentes. Toujours est-il que ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est que c'est la faillite.
si la faillite, donc elle n'est pas encore totalement officielle, mais la faillite va arriver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont acheté des voitures assez chères et que au final, ils auront un souci sur la vente. Ça, vous allez me dire, c'est pas trop grave, les voitures sont... Enfin, c'est pas trop grave, on s'entend. Dans notre cas, les voitures sont toujours utilisables et on peut toujours fonctionner avec. Par contre, ce qu'ils ont fait dans un premier temps, c'est que ils ont dévalué leur voiture. Et donc, ils ont fait des grosses promotions ces dernières semaines, au moins sur le sol américain, ce qui du coup les rend intéressantes. Mais là se pose un autre souci. Et là, c'est là où on en vient dans cette vidéo, avec le lien qu'on va faire avec les deux entreprises précédentes. C'est qu'au final, ok, la voiture, elle aura plus de support, elle aura plus de réseau. Déjà, est-ce qu'il y en avait un, mais ça. En tout cas, elle n'a plus de support, elle n'a plus de réseau. Et là, ça pose deux soucis. Si c'était une voiture traditionnelle, comme on va prendre tiens, MPM. Je ne sais pas si vous connaissez MPM Motors. C'était un constructeur français qui avait pris des modèles russes et qui avait reconstruit une voiture sur le sol français. Et j'utilisais les moteurs. Au début, ils avaient pris des Mitsubishi, après, ils avaient pris des moteurs Peugeot. Mais bref, il n'y avait pas trop d'électronique dans les voitures. Donc, au final, même quand cette société a fait faillite, les voitures MPM et Redis, je crois, c'était le modèle, en tout cas pour les premières, les voitures étaient toujours utilisables et sont toujours utilisables. On en croise des fois, parfois, de temps en temps. Les voitures sont utilisables et elles peuvent se faire réparer n'importe où, puisque finalement, ça reste des moteurs qu'on retrouve un peu partout. Dans le cas d'une voiture électrique comme Fisker, là, on a un autre souci. Les voitures sont bardées d'électronique. Vous allez me dire, les packs batteries ou les moteurs, c'est souvent quand même un peu les mêmes, un peu partout. Oui, mais ils ne sont pas réglés de la même manière. Il y a des impressions logicielles qui ne sont pas du tout traitées de la même façon. Donc, résultat, il y a quand même un aspect très propriétaire qui fait que c'est difficile d'aller chatouiller un petit peu là-dedans et que ce n'est pas ouvert à n'importe qui. Donc, et puis, rappelons aussi que pour le cas de la Fisker Océan, c'est des mises à jour OTA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il y a un accès à des serveurs. Si demain, il n'y a plus de serveurs au niveau de chez Fisker, est-ce que les voitures vont quand même fonctionner correctement? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Imaginez, on prend l'exemple de Tesla qui est encore plus impliqué là-dedans. Imaginons Tesla qui fait faillite demain. Vous voyez, toutes les voitures, elles peuvent devenir des briques finalement, très facilement. S'il n'y a plus de serveurs Tesla, les voitures ne peuvent plus fonctionner puisqu'elles ont besoin toujours de faire un appel au serveur de Tesla. Résultat, chez Fisker, ça risque peut-être d'être quelque chose de similaire. Donc, est-ce que les voitures faillites déclarées, etc., est-ce que les voitures vont pouvoir fonctionner normalement? Ça, c'est une grande question. Encore une fois, si les voitures deviennent des briques, alors, quel est l'intérêt? Le consommateur est vraiment perdant. Alors, autant sur une borne à 1000 ou 2000 euros, c'est déjà embêtant. Sur une caméra à 50 euros, peut-être aussi un peu. Mais alors, si c'est une voiture à 40 000 euros qui demain ne fonctionne plus tout simplement parce que la société fait faillite, là, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Du coup, on en vient à la conclusion de cette vidéo. Vous voyez tout de suite le lien entre ces trois sociétés qui sont dans des domaines électroniques, mais tous quand même un petit peu différents. Mais on en vient à la même conclusion, c'est qu'on a une dépendance vis-à-vis des serveurs de chaque société. Et que demain, nos produits peuvent devenir des briques et on ne peut plus rien faire avec. C'est inquiétant, mais en même temps, c'est notre monde actuel. Comment s'en prémunir? Finalement, en plus, il n'y a pas vraiment de moyens. Quand vous voulez savoir qu'une société va faire faillite ou pas le lendemain, après avoir acheté des milliers d'euros de produits dans cette société, on ne peut pas le savoir. Donc c'est vraiment c'est quelque chose là où on fait des paris finalement un petit peu. Et c'est comme si on jouait à la bourse en fait avec nos produits, à se dire tiens, oui, cette société va encore exister 20 ans, je vais acheter des produits de celle-ci. Celle-ci, elle va pas tenir, je préfère pas acheter de produits. En fait, on peut pas le savoir. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'imagine que vous avez tout de suite trouvé le lien entre ces trois sociétés. C'est tout simple. Et finalement, c'est le domaine qu'on traite depuis quelques mois sur cette chaîne. C'est tout simplement l'électronique et tout ce qui est électrique et tout ce qui est cloud, domotique, etc. Le souci, c'est que si on prend les bornes
c'est dépendant d'un serveur. Si on prend les appareils domotiques, c'est dépendant d'un serveur. Si on prend la voiture, c'est aussi potentiellement dépendant d'un serveur. Résultat, on est sur des domaines très larges avec des sociétés différentes. Et je trouvais intéressant de vous faire cette vidéo en reprenant l'exemple de ces 3 boîtes de ces derniers mois, puisque finalement, toutes ces trois choses se sont produites dans ces derniers mois, de 3 sociétés qui sont quand même assez différentes, même si on est à peu près dans un domaine électronique, mais qui sont différentes dans leur domaine. Et au final, pour arriver à une même conclusion, c'est que sans cloud, sans serveur, il n'y a plus rien qui se passe. Et en fait, les objets que nous, consommateurs, on a achetés, ils n'existent plus, ils ne servent plus à rien. Et du coup, maintenant, on a une vraie dépendance. On a une dépendance vis-à-vis des marques. Je pense que c'est aussi une facilité de nous rendre dépendants. Comme ça, on est dépendant de certains écosystèmes. Et du coup, on reste fidèle à des écosystèmes. Donc, le fait que les serveurs existent, etc., ça a un avantage pour les sociétés, pour nous fidéliser et pour nous maintenir dans un écosystème. D'un autre côté, comme on le voit ici, l'autre souci, c'est que si cet écosystème il claque, nous, on n'a plus rien. Donc au final, c'est le consommateur qui va trinquer dans l'histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je ne sais pas quelle analyse on peut en faire. Je vous laisse en débattre dans les commentaires et me dire comment vous voyez les choses. Est-ce que vers quoi on va, comment on y va? Est-ce que c'est normal? Est-ce que finalement c'est l'air du temps? Ou est-ce qu'on a moyen de se battre contre ça? Est-ce que vous regardez quand vous achetez des produits, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de dépendance vis-à-vis d'un cloud ou d'un système? Personnellement, des fois je fais attention quand même un petit peu à ça, et notamment sur mes caméras ou quoi, chez moi, j'y fais attention. Donc j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, racontez-moi votre expérience. En fait, la conclusion de cette vidéo, ça va peut-être être ça, la conclusion. Faisons-la dans les commentaires. Regardons un peu, dites-moi, j'ai hâte de vous lire, de voir un petit peu ce que vous en pensez et de voir comment on peut voir les choses. Parce que je trouve que c'est un vrai débat et j'ai l'impression que ça va se reproduire de plus en plus et qu'on va avoir, à cause du climat actuel, etc. Et puis, cette ambiance de start-up, au final, sur chaque projet électronique, si au final, on ne va pas avoir de plus en plus ce genre de contraintes et ce genre d'effets. Et finalement, si on ne va pas avoir une accumulation de briques dans nos maisons, de produits briques et dans nos maisons. Voilà, à vous les commentaires.